on a tiré ces roquettes pour soulager un petit peu le poids de l'appareil. On n'avait plus qu'un seul moteur. Alors le deuxième tournait encore, sauf que la température augmentait au-delà des 1000 degrés. Donc tu as les soupes de compresseurs qui commencent à fondre, mais il délivrait encore un petit peu de puissance, juste de quoi passer la montagne pour essayer de se poser sur une base intermédiaire avec des Français. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai 2 objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants, qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Win, c'est l'alias de mon invité, a connu la guerre et donné la mort. Pendant 18 ans, cet homme a fait partie des forces spéciales en tant que pilote d'hélicoptère d'attaque au sein du 4e RHFS, le régiment d'hélicoptères des forces spéciales. De son entrée dans le cycle de formation pour devenir pilote jusqu'à son départ de l'institution en raison d'un trouble de stress post-traumatique, en passant par ses missions les plus marquantes, Win nous livre là un fabuleux témoignage. Le témoignage d'un homme que rien ne prédestinait à un parcours hors du commun, mais qui a su saisir sa chance et trouver le sens dans son engagement. Il est impossible de comprendre, quand on ne l'a pas vécu, ce que l'on peut ressentir lorsqu'on se fait tirer dessus, alors que toutes les alarmes du cockpit retentissent, que les informations fusent à la radio et qu'il faut prendre une décision de vie ou de mort dans la seconde. Mais à travers ce récit, Win parvient en revanche à mettre en évidence l'exigence extrême à laquelle les hommes et les femmes des forces spéciales sont soumis. Sans plus attendre, je vous propose d'embarquer à bord d'un hélicoptère d'attaque Tigre avec le pilote Win. Check, décollage. Qu'est-ce que le 4e RHFS, 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales? Alors, tout d'abord, tu vas voir, j'ai bossé un petit peu le truc quand même. Tout d'abord, il faut savoir que la France, c'est une des rares nations dans le monde à avoir ces hélicoptères dédiés exclusivement aux forces spéciales. Donc, c'est important. Alors, pour bien comprendre le régiment, ce qu'il est aujourd'hui, le format actuel, je pense que c'est important de revenir un petit peu dans l'histoire des forces spéciales françaises. Alors, tout commence à l'aube du débarquement en Normandie durant la Deuxième Guerre mondiale, avec un type, le capitaine de corvette Philippe Kieffer, qui va se dresser un petit peu devant l'état-major et proposer des techniques et des stratégies un petit peu innovantes. Alors, il faut comprendre que fin de la Deuxième Guerre mondiale, on est déjà entre 60 et 70 millions de morts. Donc, c'est un fait. La stratégie qui consiste à aligner de façon massive des troupes et les envoyer à l'abattoir, c'est une technique qui est désuète et qui ne séduit plus. Donc, le capitaine de corvette Kieffer, à la tête de son groupe d'hommes, lui, va s'inspirer des techniques SAS britanniques qui consistent à utiliser un tout petit volume d'hommes sur des objectifs bien particuliers et souvent en jeu stratégique. Alors ça va fonctionner tellement bien que finalement, pendant toute la campagne de Normandie et plus tard dans la reconquête de l'Europe et la campagne d'Italie, il va participer à bon nombre d'opérations. Alors quand même sur les 177 héros du capitaine de corvette Kieffer, ils seront seulement 24 à revenir vivants de la Deuxième Guerre mondiale. Les années après-guerre, la France, elle s'inscrit plus dans des guerres qu'on a appelées, entre guillemets, des guerres de colonisation, tout d'abord en Indochine, puis en Algérie. Et là, encore une fois, finalement, ces techniques de guérilla, toujours un petit peu dans le même credo, un petit groupe d'hommes habitués à bosser ensemble
mais sur des objectifs bien particuliers et à haute valeur ajoutée, eh ben, ça va payer. Ça va payer. Alors, il faudra quand même être patient et attendre les années 90, fin de la première guerre du Golfe Persique, où finalement, bah, pour répondre à une demande du président de la République française, qui lui veut avoir un interlocuteur pour ses forces spéciales. Donc par décret, 24 juin 1992, on crée le COS, le commandement des opérations spéciales, qui va regrouper toutes les unités particulières comme les commandos marines bien sûr, le CPA-10 et le premier PIMA. Alors Donc les l'année forces suivante, spéciales de toutes les armées en fait. voilà exactement, les trois armées sont représentées. Alors, l'année suivante, 1993, création de la première escadrille des opérations spéciales, où finalement, bah, c'est avec 4 Pumas qu'un petit groupe de gars vont écrire les premières pages de l'histoire du 4e RHFS en travaillant directement avec les commandos des forces spéciales. Cette escadrille, elle grossit. En 1997, elle devient le détachement à latte des opérations spéciales. Et en 98, eh bien, on rajoute un petit peu de peps à tout ça en intégrant 6 Gazelles, qui étaient à l'époque l'hélicoptère d'attaque de l'armée française. Donc à titre personnel, bah, c'est là que moi j'ai été sélectionné et que j'ai intégré les forces spéciales. Quand tu parlais de ALAT, est-ce que tu peux préciser ce que c'est? Alors la LAT, l'aviation légère de l'armée de terre, qui représente, contrairement aux idées reçues, 90% du parc hélicoptère. Ouais, on pourrait croire beaucoup d'armées du monde, tout ce qui vole appartient à l'armée de l'air, mais l'aviation légère de l'armée de terre, elle regroupe à peu près 90% des moyens hélicoptères qui font partie de l'armée de terre. Hmm. Tournant dans l'histoire, le 11 septembre 2001, avec l'effondrement du World Trade Center, voilà, ça a changé un petit peu la face du monde. Ça a changé la donne pour toutes les armées du monde, pour l'armée française et bien sûr pour les forces spéciales. Alors moi, je me souviens, j'étais dans mon appart en train de maroufler du plâtre, voilà, pour refaire le plafond, quand j'ai reçu un coup de téléphone pour me dire qu'on partait en opération pour une durée indéterminée. Et là, eh ben, il a fallu se poser les bonnes questions. Et force est de constater que voilà, on opérait sur du matériel qui était désuet, que ce soit l'armement, les hélicos. C'était plus du tout adapté pour ces nouvelles menaces. Alors, par le biais de Crash Programme, dans un premier temps, on a intégré très rapidement des hélicoptères de nouvelle génération, comme le Caracal, et un petit peu plus tard, l'hélicoptère d'attaque, le Tigre. Et parallèlement à ça, et dans un deuxième temps, on a créé 2 escadrilles d'hélicoptères de manœuvre pour travailler directement au profit du RAID et du GIGN pour lutter contre le terrorisme sur le territoire national. Alors en 2009, le détachement à la des opérations spéciales devient le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales, sous un format qui est en perpétuelle évolution. Le régiment, il évolue en permanence avec une menace qui est toujours plus diffuse et toujours plus compliquée. Alors pour finir, je dirais que le 4e RHFS, eh bien, il est intervenu dans toutes les opérations militaires de l'armée française durant ces 30 dernières années. D'où sa devise nulle part sans nous. Question vraiment de non-initié. Quand on parle d'escadrille, de régiment, ça correspond à combien? C'est quoi? C'est un nombre de pilotes, nombre de machines? Ça correspond à quoi? En principe, dans la latte, ça correspond à un nombre de machines, une dizaine d'appareils. Euh, Après, chaque escadrille a sa spécialité. Moi, j'ai fait partie de la deuxième escadrille des opérations spéciales. Au départ, on avait 6 gazelles. Et puis, on est arrivé à un volume de 12-14 gazelles. Quand j'ai basculé sur les appareils un peu plus féroces comme le Tigre, on était à 4 hélicoptères Tigre D'accord. pour Ok. une escadrille. Voilà, donc c'est variable. Ok. Mais en principe, on va dire que sur le papier, une escadrille, elle représente voilà, un volume d'une trentaine, quarantaine de personnes, 10 hélicos. Euh, voilà. Ok. Très bien.
Alors j'ai découvert du coup en préparant l'interview, moi je connaissais de nom le 4e RHFS, mais tu es le premier représentant de l'unité que je reçois, enfin du régiment que je Je reçois, suis donc trop flatté. cool. Mais j'ai découvert en préparant, enfin je l'avais déjà lu, mais je l'avais un peu oublié, qu'il y a d'autres unités, d'autres régiments, enfin des escadrons en l'occurrence, d'hélicoptères dans les forces spéciales, visiblement. Et tu me dis si je me trompe, mais j'ai découvert qu'il y avait un escadron d'hélicoptères, un 67 Pyrénées et un escadron de transport. Alors là, il me semble que c'est plutôt des avions, le 361 Poitou. C'est Ouais. quoi la différence avec le 4e RHFS, notamment pour l'escadron d'hélicoptères Pyrénées? Alors, l'escadron d'hélicoptères Pyrénées, donc il y a une partie de cet escadron qui fait partie des forces spéciales. On travaille régulièrement ensemble. Ça m'est arrivé en détachement à l'étranger voilà, d'avoir une grosse opération parallèle en cours. Les hélicoptères de manœuvre sont partis sur une autre opération et le COS a envoyé des hélicoptères de manœuvre de l'armée de l'air de cet escadron. Et on a le même manuel d'emploi, on va dire. On utilise les mêmes procédures, à telle enseigne d'ailleurs que des équipages de l'armée de l'air ont été intégrés dans les escadrilles de l'aviation légère de l'armée de terre. Donc on travaille vraiment main dans la main. Après, le Poitou, c'est voilà, plus des avions de transport. Mais là encore une fois, on travaille main dans la main. Ça nous arrive pour des raisons, par exemple, d'élongation, de confier les commandos, le transport des commandos aux avions, parce que avec 2 avions, ils vont pouvoir transporter 4 groupes, tout le matériel, éventuellement des véhicules. Les hélicoptères, nous, on va partir, on va voyager entre guillemets léger, c'est-à-dire sans les commandos, avec le plein de carburant. On peut ainsi augmenter l'élongation de la patrouille d'hélicoptères et on se rejoint à un point et voilà, et à partir de là, on peut commencer à travailler. L'escadron de transport Poitou, il me semble qu'on en avait parlé, si je dis pas de bêtises, avec Cyril Chaboun, qui est un ancien du CPA 10 et qui m'expliquait, si je me souviens bien, encore une fois, je fais attention, je veux pas dire de bêtises sur ce sujet, mais que le CPA 10 c'est l'unité des forces spéciales qui est chargée de faire poser les avions. C'est les seuls qui sont habilités entre guillemets à préparer les pistes et à faire en sorte que ces avions de transport un peu spéciaux puissent se poser en toutes conditions, de nuit surtout, ce qui est expliqué. Donc voilà, s'il y en a qui veulent aller écouter l'épisode avec Cyril Chaboun, ancien du CPA 10 qui a perdu ses jambes en opération, je mettrai le lien en description. Ouais, historiquement, c'est vrai que le CPA10, c'était un petit peu sa spécialité au départ, de pouvoir faire poser des gros avions voilà, sur ce qui n'est pas forcément une piste. Ouais. Mais ils ont cette capacité voilà, de sonder le terrain, de tout sécuriser et de dire ouais, là, ça pose. Et les pilotes, ils vont les yeux fermés, quoi. Donc c'est assez impressionnant, quoi. Impressionnant, ouais. Super, bah écoute, maintenant qu'on a le contexte bien défini, merci pour ça. La question suivante pour moi, c'est comment est-ce que tu en es arrivé, toi, à devenir, dans un premier temps, pilote d'hélicoptère et par la suite, qu'est-ce qui fait que, bah, visiblement, ça a accroché très fort et que au point que tu t'es dit, bah, je vais aller faire la même chose, mais dans un environnement très spécial pour le coup. Alors, la chance, le hasard. Ouais, je suis pas issu d'une famille militaire. Je suis issu d'une famille plutôt modeste. Et voilà, j'avais jamais volé avant. Donc la première fois que je suis monté dans un avion, bah, j'étais déjà pilote, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas volé dans un Airbus pour aller à Paris ou voilà, j'avais jamais volé. J'avais jamais, absolument jamais volé. J'étais un étudiant, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, j'aimais les copains, la musique, les filles. Je savais pas du tout quoi faire dans la vie, comme beaucoup d'ados, quoi. Hein. Voilà, j'avais pas trouvé ma voie, j'avais pas vraiment de but. Et je me souviens que le déclic pour l'armée, dans un premier temps, il s'opère
je suis invité comme tous les étudiants de mon lycée, à un salon de l'étudiant à Strasbourg, et je tombe sur un type qui s'appelle le Major Perrault, et voilà, j'ai retenu son nom. J'avais pas du tout, j'avais plutôt envie de pas faire le service militaire. Euh, et ce type-là, quand on a parlé un petit peu, j'étais impressionné. C'était un type qui avait un charisme fou. Il était en uniforme, il avait un gros placard de médailles, il avait une gueule un peu carrée, bronzée, basanée, le cuir un peu tanné. Et il a raconté un petit peu ses trucs, et j'étais vraiment passionné. Je suis rentré le soir, j'ai dit à mes parents, bon ben voilà, ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire. En gros, je veux faire Major Perrault, quoi. Voilà. Et, euh, et puis, donc mes parents ont éclaté de rire, hein, parce que quelques jours auparavant, je demandais à ma maman, qui est kinésithérapeute, de demander à un médecin qui travaille avec elle, pour me faire un certificat pour éventuellement squeezer et puis échapper au service militaire, parce que voilà, je me voyais pas, j'avais un petit peu du mal avec l'autorité, etc., surtout celle de mon père. Et, et donc, du coup, voilà, je savais à ce moment-là ce que je voulais faire. Et donc, j'ai commencé à faire mes 3 jours. Au départ, ce major Perrault, qui était responsable d'un centre de recrutement, euh, voilà, il me pose un peu des questions. Et puis, je me suis dit, bon, bah, quitte à faire militaire, j'aimerais faire un truc un peu qui envoie un petit peu comme conducteur de char, quoi, par exemple. Alors, il me dit, ouais, très bon choix, on en manque. Et à l'époque, les chars de l'armée française, c'est des AMX 30, taille maximum 1,82 m. Je faisais 1,85 m, donc ils m'ont quand même envoyé aux 3 jours pour me dire qu'à la visite médicale, le type qui m'a mesuré, il dit, ah ben non, lui il est trop grand. Donc j'ai commencé ce processus de recrutement par un bel échec, parce que le truc qui me disait un petit peu, c'était non, quoi. J'étais pas taillé pour faire ça, et bien heureusement d'ailleurs. Et du coup, il me dit, mais par contre, voilà, le test de l'ALAT, tu l'as vraiment bien réussi. Alors je dis, ALAT, je sais pas ce que c'est, je connais pas. Il me dit, bah, tu peux faire mécanicien, contrôleur aérien, pilote. Je dis, ah bah non. Je dis, moi, je vous arrête, hein, j'ai le bac, je peux pas faire pilote. Il me dit, ah, le bac, c'est très très bien. À l'époque, il y avait même des promotions de pilotes qui étaient non bacheliers. Et donc, j'ai commencé voilà, le recrutement un petit peu, voilà, vraiment par hasard, la chance. Je suis passé au travers de toutes ces sélections, et puis à chaque fois, j'étais pris un peu à ma, à ma grande surprise, quoi. Et j'arrive à l'école militaire, un peu compliqué l'école militaire. Au départ, j'ai les cheveux longs, ils m'ont coupé les cheveux, c'était assez physique. Et ensuite, après l'école militaire, je suis arrivé à l'école des pilotes à Dax. Et au départ, vraiment très compliqué, quoi. J'avais jamais volé. Mon premier vol, j'étais malade, et j'étais plutôt nul, plutôt dans les derniers au départ. J'avais vraiment du mal. Et à chaque fois qu'ils éliminaient un type, c'était au départ on était 25, on a terminé on était 18, je crois. Et je crois que ben, quand ils ont éliminé le premier élève pilote, je crois que moi je devais être le 24e, et à chaque fois je me disais bon, je suis le prochain à passer à la trappe. Et puis je m'accrochais, je réussissais un petit peu mieux. Et voilà, et ainsi de suite. À chaque fois, ben, quand ils ont viré le 24e, j'étais 23e. Enfin voilà, j'étais toujours un petit peu le dernier. Et, et finalement, à la fin du stage pilote, j'étais quand même plutôt pas mal. Et ça m'a permis de choisir un régiment d'hélicoptères de combat. Ce qui a motivé mon choix à l'époque, c'était ben, ma petite amie du moment, mes copains d'enfance avec lesquels je faisais de la musique, ma famille bien sûr. Donc j'ai choisi le premier régiment d'hélicoptères de combat à Phalsbourg, près de l'Alsace, donc près de mes origines. Et, et comme quoi, c'est le hasard et mène à tout. J'ai passé ces premières années, donc j'ai fait mes armes, j'ai passé mes qualifications, je suis devenu
là également plutôt bon dans mon domaine. Mais voilà, standard, rien de vraiment particulier. Finalement, à 24 ans, j'avais une vie un peu de vieux, c'est-à-dire que j'avais une copine, on habitait dans un appartement, le week-end on allait ou chez ses parents ou chez mes parents, enfin une vie de vieux. Et quand ça s'est terminé, finalement, le vrai déclic s'est opéré. J'avais besoin de prendre la distance par rapport à tout ça, et est arrivée cette sélection pour intégrer les forces spéciales. Donc moi j'étais jeune, j'avais 25 ans. Il y avait des gros calibres, des légendes de la latte qui faisaient partie de ce recrutement et qui se demandaient un petit peu pourquoi j'étais là. Moi, j'étais maréchal des logis, j'avais pas d'expérience, j'avais pas participé à des opérations à l'étranger, donc voilà, les gens, je les faisais rigoler un petit peu par mon manque d'expérience, ma jeunesse, mon manque de maturité, et, et contre toute attente, ils m'ont pris. Euh, Ils m'ont pris. Alors bon, il y avait des tests de sélection sportive où là, bon, j'étais quand même plutôt bien bien classé. Et ils m'ont choisi et j'ai fait partie des 13 premiers pilotes de cette escadrille, de deuxième escadrille d'opérations spéciales. À ma grande surprise, encore une fois, voilà, à ma grande surprise. Donc, C'est fou de il n'y a voir pas finalement, vraiment eu. comme tu dis, le, le hasard où ça mène, tu vois. C'est-à-dire que voilà, il y a une rencontre qui débouche sur cette rencontre amène à un choix finalement hyper rapide puisque entre le moment, c'est Perrault, c'est ça, Le Major ce Perrault, ouais. militaire, Major Perrault. Ouais. Entre le moment où tu le rencontres et le moment où tu te dis, je vais dans le CIRFA pour signer, je sais pas comment ça se passe, mais il se passe combien de temps? Alors, pour moi, il s'est passé je dirais quelques semaines. Euh, le temps de le temps de passer toutes les sélections. À chaque fois, pour chaque sélection, c'est un rendez-vous. Il faut aller à Paris, c'est 3 jours. Donc tout ça prend un petit peu du temps. Et après, il faut passer l'examen pour intégrer l'école militaire à Saint-Mexan. Euh, que j'ai loupé d'ailleurs la première fois parce que j'aurais pu intégrer une promotion au mois d'avril, et finalement voilà, j'avais fait le plus dur et le truc qui semblait tellement simple sur le papier, et ben ça a été encore un échec, mais c'est de ces échecs là, euh, voilà, on a la petite piqûre d'amour propre qui fait qu'on se dit ça n'arrivera plus, voilà. Et effectivement, je pense que effectivement, il y a une raison dans la vie de chacun, euh, pour une raison pour laquelle les choses arrivent. Et pour moi, c'est une succession. Quand je suis arrivé au détachement là des opérations spéciales, c'est un petit peu bon. Je porte pas des talons, mais j'imagine que voilà, c'est comme pour une femme qui mettrait des talons à aiguilles, vraiment très inconfortable. Mais je me suis senti comme dans des chaussons. Et là, j'ai su que c'était ça que je voulais faire et que c'est là que peut-être je serais bon, voilà, et que je serais utile. Donc j'ai essayé d'être utile. Bah écoute, on va en parler. Pour revenir juste sur un point, le stage que tu évoquais, où à chaque fois tu arrivais à être pas celui qui est éliminé, mais juste avant pour finalement faire partie de ceux qui ont réussi haut la main. C'est quoi comme compétences qu'on va chercher sur un stage pour des pilotes d'hélicoptère? Est-ce que c'est des connaissances techniques où tu dois, tu vois, je sais pas, apprendre par cœur des manuels de comment voler, quel bouton sert à quoi, etc. Ou est-ce que c'est déjà des capacités pour le coup de pilotage en, je sais pas, en simulateur ou ce genre de choses? Non, les sélections, elles sont basées, enfin, à l'époque, en tous les cas, elles étaient basées sur des vieux simulateurs, mais qui permettent de déterminer si un candidat a des aptitudes particulières en dissociation d'attention, ce genre de choses. Donc, par exemple, voilà, moi, quand j'avais 18 ans, on me disait, bah, si tu veux te préparer pour cette sélection, joue de la batterie. Comme ça, tu fais un truc avec la main gauche différent de la main droite. Voilà, des trucs comme ça peut t'aider. Mais en règle générale,
les qualités pour réussir euh, une carrière de pilote, et ça n'engage absolument que moi. Euh, mais je pense que il y a trois grandes compétences, trois grands domaines. La connaissance, des capacités de voilà coordination, dissociation d'attention qu'on a ou qu'on n'a pas. Et après, il y a aussi une attitude, c'est-à-dire que je pense que un stage pilote, c'est quelque chose qui est quand même relativement long. C'est une formation continue quasiment toute sa vie. Euh, il y a peu d'années dans ma carrière militaire où finalement je me suis pas retrouvé à l'école à un moment donné ou à un autre pour faire un stage, passer une qualification, etc. Et je pense que sur ces trois grandes compétences, si tu en as deux, ben, tu passeras. C'est-à-dire que tu as des mecs qui vont bûcher, ils ont une connaissance de fou et ils ont une très bonne coordination et du coup, ils auront un petit peu ce truc avec les commandes, ils y arriveront très vite. Et ben, ces types-là, même s'ils ont une attitude de merde, eh ben, ils seront dans les rangs. Après, un type qui est pas très bon avec les commandes, mais il bosse comme un malade, il a des connaissances de fou et il a une attitude vis-à-vis des autres, il a un esprit d'équipe, eh ben on lui pardonnera un petit peu ses faiblesses. Il n'y a pas que des bons pilotes, il y a surtout des vieux pilotes. Et c'est ça qui fait la différence. Et puis après, t'as le branleur, t'as le branleur, le mec il bosse pas les bouquins, parce que ça l'emmerde, mais il a ce petit truc avec les commandes, il y arrive quand même assez facilement, et surtout c'est un mec super sympa. Et ben ce mec-là, on a envie de bosser avec lui, et il fera partie des troupes, je pense. Tu vois. Donc si t'en as deux sur les trois, si t'as les trois, c'est mieux. Voilà, si t'as les trois, Et toi, t'avais c'est lesquels? parfait. Moi, j'étais plutôt un mec sympa et finalement, je me démerdais pas mal avec les commandes. Excellent. Voilà. Quelle différence d'aptitude, enfin, qu'est-ce qu'il faut avoir en plus selon toi pour, en tant que pilote, pour se lancer sur des opérations spéciales versus pilote, on va dire entre guillemets classique, pilote dans l'armée, mais pilote classique qui part pas avec les commandos ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a vraiment une différence évidente pour toi? Non, parce que déjà, la première raison, c'est que on vient tous des escadrilles standards de l'aviation légère de l'armée de terre, donc on a la même formation, on a fait les mêmes stages, on a les mêmes qualifications et les mêmes compétences. La différence, c'est peut-être, je dirais, un petit peu le goût de l'aventure, euh, le peut-être le petit truc d'aller un petit peu plus loin, une attitude et un esprit d'équipe, euh, c'est ce qui fera vraiment la différence. Parce qu'après, on a besoin dans les opérations spéciales, on a besoin des jeunes, les jeunes fougueux qui sont voilà, à 25 ans en pleine possession de leurs capacités, qui sont au top au niveau sportif et niveau mentalité, mais qui seront peut-être un peu plus va-t-en-guerre. Après, des types un peu plus âgés qui deviendront un peu moins performants, mais qui ont un environnement familial stable. Voilà, ça apporte cette petite touche de stabilité à l'ensemble. Donc, on a besoin un petit peu de tous, de tous les types de personnages. On a Hmm. besoin des gens conformes, on a besoin des gens qui sont stables, on a besoin de dominants, on a besoin de gens influents, on a besoin d'un petit peu de chaque. Et c'est ce qui fait la force finalement des membres des opérations spéciales. Quand tu es arrivé, du coup, que tu as fait partie des tout premiers pilotes à rejoindre du coup le COS, tu disais que tu t'es senti tout de suite très à l'aise, un peu comme dans des pantoufles, alors pour les autres, c'était l'inconfort des talons. C'est quoi que tu dirais que tu as retrouvé dans cet environnement qui fait que tu as tout de suite accroché? Est-ce que c'est justement ce goût de l'aventure dont tu parlais? Est-ce que c'est les gens autour de toi qui avaient, même s'ils sont tous différents, mais
j'imagine qu'il y a quand même, voilà, il y a peut-être un trait de caractère un peu commun aux gens qui se disent à un moment donné, bah, je vais aller pas juste risquer ma vie en tant que militaire, mais le faire dans des opérations spéciales. Qu'est-ce que c'est que tu as découvert qui fait que tu as tout de suite accroché et que tu t'es dit, c'est là que je vais passer in fine, les 18 prochaines années de ma vie? Alors, je dirais que c'est la première fois que je me suis senti écouté, où j'ai eu vraiment l'impression de compter. Et c'est ce que j'ai toujours aimé quand j'ai commencé en tant que pilote ou quand j'ai terminé ma carrière en tant que chef de patrouille, un mission commander avec voilà beaucoup de monde à gérer. J'avais toujours à cœur quand on faisait un briefing ou un débriefing d'ailleurs, hein, parce qu'on il y a souvent beaucoup de choses, on a une autocritique qui est très importante à chaque entraînement et à chaque retour d'opération. C'est voilà d'écouter tout le monde. C'est-à-dire que un chef de patrouille, il a bien sûr son mot à dire, mais le type qui est gunner sur un hélicoptère de manœuvre, et ben c'est peut-être il a peut-être pas un grade très élevé, il a peut-être pas une grande expérience, mais c'est peut-être lui qui va trouver la petite idée dont on a besoin au moment pour cette situation. Donc c'est le fait d'écouter tout le monde. Et l'écoute, c'est très important. Et côté goût de l'aventure, est-ce que tu dirais que tu as été servi finalement? Ouais, ouais, j'étais servi. Je crois que les 6, 7 premières opérations auxquelles j'ai participé ou des exercices à l'étranger, c'était à chaque fois un pays différent. Euh, j'ai pas eu l'occasion au départ de voilà, j'ai pas eu l'occasion de faire les mêmes séjours redondants où finalement ben tu vas aller au Tchad et tu sais que voilà, tu connais la base parce que tu as déjà été, tu sais dans quelle chambre tu vas aller. Il y a voilà, à chaque fois c'était différent, donc voilà, j'étais vraiment servi au départ. Dans les pays chauds, dans les pays froids, dans voilà, donc j'ai pu faire grandir mon expérience personnelle très rapidement. Et, Génial. et je dirais que c'est pas tant l'endroit où on va, c'est surtout les personnes avec qui on va travailler. Et, et j'ai eu cette chance de voilà de côtoyer voilà des unités d'élite comme le 1er PIMA, le CPA 10, les commandos de l'Orient, de Saint-Mandrier, les équipages de l'armée de l'air, voilà, de grandes compétences et puis ça donne juste envie d'être humble. J'imagine quand tu es entouré de profils comme ça exceptionnels, pour avoir échangé avec quelques-uns d'entre eux, il doit y avoir une sorte d'émulation, je pense, non? Ça te pousse à tout le temps, j'imagine, essayer d'améliorer tes compétences, être encore un meilleur pilote, encore plus fiable, etc., non? Oui, et puis sur une opération ou un exercice, finalement, très vite, les pilotes ont tombé la combinaison de vol pour s'habiller en treillis comme les commandos. Donc, le cuisinier, le commando, le pilote, le secrétaire, le mec des trans, le type qui s'occupe du kérosène, tout le monde est habillé pareil. Tout le monde se tutoie. On connaît pas nos noms, on connaît pas nos identités, on connaît pas nos parcours. On s'habille tous pareil. J'étais sur des opérations où, pour le besoin de l'opération, on travaillait en civil. Euh, parce que il y avait des gens dont le métier faisait qu'ils travaillaient en civil. Donc comme ça, voilà, on sait pas trop qui est qui. On travaille avec voilà les gens tels qu'ils sont. Donc tout le monde est pareil, tout le monde est sur le même piédestal. Il n'y a pas voilà, on met pas le pilote, il est pas au-dessus Hmm. d'un soutier de carburant quoi. Tout le monde est au même niveau. Et ça Ouais. fait une belle différence aussi. Et c'est comme tu dis, il y a une émulation dans le fait de voilà de voir les performances des commandos. On se dit bon bah, ok demain s'il m'arrive un truc, c'est ces mecs-là qui vont venir me chercher. J'ai pas envie d'être un boulet quoi. Donc bah, je vais faire plus de sport. Voilà je vais être compétent quoi.
Comment tu décrirais le sentiment de... Alors, je te pose des questions, mais dans toutes mes questions, il y a beaucoup de... Je présuppose plein de choses, parce qu'évidemment, je connais enfin, cet univers, je le connais, je pense, comme le grand public, c'est-à-dire avec les reportages qu'on voit. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir fait quelques interviews en plus, où j'ai pu avoir ces moments un peu privilégiés avec quelques anciens des forces spéciales, mais je pense que c'est impossible de vraiment comprendre ce que vous vivez en termes d'osmose dans le groupe, etc. C'est impossible de le comprendre quand on n'a pas baigné là-dedans. Mais donc voilà, il y a plein de choses que je présuppose. Je suppose en tant que pilote, pour avoir lu quelques récits, d'ailleurs on va en parler, mais j'ai ton chapitre sous les yeux dans le dernier livre de Force Spéciale et Unité d'élite. Je suppose qu'il y a aussi un sentiment de responsabilité en tant que pilote, parce que quand on t'appelle, voilà, c'est pas pour je sais pas, venir ramasser du matos et le livrer ailleurs, quoi. Quand on t'appelle, généralement c'est qu'il y a du grabuge ou qu'il faut vite venir sortir des gars d'une situation délicate. Donc est-ce que ce sentiment de responsabilité, tu dirais qu'effectivement il est vraiment omniprésent dans les missions que tu as faites, et comment est-ce que toi tu le gères, parce qu'aux commandes, autant les commandos c'est un groupe, donc de l'extérieur, j'aurais tendance à dire, voilà, évidemment que chacun est hyper important, mais s'il y en a un qui a un souci, qui a un pépin, qui est pas à 12 sur 10 de sa forme le jour J, potentiellement, ça peut en partie être compensé par les autres. Toi, il y a que toi, quoi, aux commandes. Alors, il y a que moi, mais alors déjà, on est pour un hélico d'attaque, on est deux. Donc, cette complicité, elle se fait déjà à deux. C'est très rare que, alors, et pour un hélicoptère de manœuvre, les types sont, t'as deux pilotes, un mécanicien navigant, un ou deux gunners. Donc là, on est cinq Ok. déjà. Donc ça fait déjà un petit volume, ça fait un demi-groupe, quoi, en gros. Et, euh, et après, un hélico, tout seul, il fait rien, quoi. Donc généralement, on est à deux hélicos. Donc tu as cette promiscuité à travers de la radio et au travers de la voix qui se crée. Euh, et il y a également le lien affectif, c'est-à-dire que quand tu es en opération, tu vas manger avec des commandos et tu sympathises. Après, on a beaucoup de temps mort. Une opération, souvent, c'est des semaines de préparation pour quelques heures de mission. Donc, tu fraternises un petit peu. Et ça aussi, ça fait un petit peu la différence. C'est-à-dire que le type, au son de sa voix, tu sais que c'est le mec avec qui tu as mangé à la cantine, quoi. Et donc, quand dans le son de sa voix, tu sens de la détresse, ouais, t'as envie de te casser le bol pour y aller, comme eux se casseraient le bol ou pour aller récupérer un équipage qui se serait craché, quoi. Hmm. Donc, il y a une espèce de fraternité d'armes qui se fait un petit peu dans tous azimuts, quoi, dans toutes les directions et avec tout le monde. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour une petite parenthèse sur les différents types d'hélicoptères? Donc, tu parlais des hélicoptères d'attaque, de manœuvre. Il y a quoi comme catégorie Voilà, dans les grandes c'est lignes, hein? les deux grandes catégories. C'est les hélicoptères d'attaque pointus. Voilà, c'est des systèmes d'armes avec un rotor. Et puis voilà, on est deux à bord et on emmène du kérosène et surtout des munitions. Après, les hélicoptères de manœuvre qui vont eux être plus axés sur le transport Ouais. des commandos, mais voilà, avec de l'équipement quand même pour pouvoir amener ces commandos à leur destination et surtout pouvoir les récupérer dans des conditions les plus incroyables. Moi, j'ai toujours eu énormément d'admiration pour eux. Quand moi je tournais à 1000 ou 2000 pieds autour de la zone de dépose ou de récup et de voir dans quelles conditions ils se posaient en limite de puissance pour aller récupérer les mecs. Et voilà, c'était juste beau. Je suis rempli d'admiration. Et après, je dirais que maintenant, pour
peut-être, bon, moi, ça fait 8 ans maintenant que j'ai quitté l'institution, et on va dire qu'en intermédiaire, maintenant, on développe un hélicoptère un petit peu intermédiaire qui sera vraiment polyvalent, qui peut emmener une équipe de quelques commandos, des snipers, emmener également de l'armement, peut-être plus de transmission, voilà, pour être un petit peu polyvalent, quoi. Ok. Donc les gazelles, c'est plutôt des hélicoptères d'attaque, c'est ça? Voilà, les Gazelles sont à l'origine plutôt des hélicoptères d'attaque parce que c'était le système d'armes choisi par l'armée française pour avoir un hélico qui est léger, quand même rapide pour l'époque, hein. Gazelle, c'est dans les années 70, c'est-à-dire que ça a quasiment mon âge, euh, ce qui n'est pas rien. Tout jeune, Et tout jeune. voilà, un petit peu avec la limite de l'hélicoptère léger, c'est-à-dire que voilà, on avait une version avec des missiles anti-chars, une version avec un canon, une version lisse avec des communications, mais globalement, pour pouvoir faire tout, il fallait 3, 4 gazelles, quoi. Ok. Et donc, on a patienté jusqu'en 2005 pour voir arriver les premiers Tigres qui avaient un système complet. Ok. Ok. Donc gazelle tigre et il y a les pumas aussi, c'est ça? Ou je me trompe? Voilà, voilà, c'est ça, le Puma. Alors, Puma, hélicoptère de manœuvre, toute la famille des Pumas, Puma, Super Puma, Cougar, Caracal, c'est tout la même lignée avec l'évolution finalement ils ont toujours un petit trait en commun, d'une petite ressemblance physique, mais avec beaucoup d'évolution, pale, moteur, bien sûr, système d'armes, autoprotection, radio. Ok. Et j'avais jamais fait gaffe qu'en fait, effectivement, les hélicoptères de combat ont cette forme plutôt pointue, alors que les hélicoptères de manœuvre sont plutôt ronds, on va dire, visuellement. Ouais, voilà. Ok, ça marche. Au fur et à mesure qu'on parle, là, ça me fait penser à un épisode que j'ai fait avec Pascal Sancho, qui a passé 20 ans de mémoire avec les équipages de secourisme en montagne, secourisme en hélico des CRS. Et Ouais, il a écrit un livre. Lui, il n'était pas pilote, il faisait partie des équipes, donc il était secouriste à bord. Et il a écrit un livre où il parle justement enfin, il raconte plein d'anecdotes sur des vols extrêmement compliqués dont il a pu être témoin, etc. Enfin, qu'il a vécu puisqu'il était à bord. Et c'était assez fascinant parce qu'il parlait aussi beaucoup de l'aérologie, par exemple, qui est très particulière en montagne par rapport à de la plaine. Et c'était vraiment fascinant de l'écouter raconter que des pilotes très expérimentés de plaine, entre guillemets, arrivaient sur des stages de préparation pour du secourisme en montagne et qui en fait ils se faisaient surprendre un peu comme des débutants en fait, alors qu'ils avaient des centaines voire des milliers d'heures de vol par de l'aérologie. Enfin voilà, ça m'a fait me rendre compte en fait à quel point le métier de pilote d'hélicoptère c'est en fait vraiment un métier de sensation, de connaissance d'un environnement et presque, tu vas me dire si ce que tu en penses, mais d'intuition en fait, de capacité à lire le terrain, mais aussi d'intuition, de réflexe en fait dans le pilotage de sa machine. Tu dirais que c'est ça aussi plus que de la connaissance pure et dure? alors, ouais, c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle, dans la formation de base, pour tout jeune pilote d'hélicoptère, il y a une phase montagne pour appréhender le, les particularités du vol en montagne. Et malheureusement, parfois, même avec l'expérience, voilà, on arrive au drame parce que on peut toujours se faire surprendre. D'ailleurs, euh, la plupart des hélicoptères, enfin des pilotes d'hélicoptères de manœuvre issus des forces spéciales ou non, d'ailleurs, remplissent les cockpits de sécurité civile et de SAMU partout en France. Donc voilà, ils continuent à faire leur expérience en montagne dans ces unités. Et d'ailleurs, ils arrivent à retrouver un petit peu, je pense, pour en avoir parlé avec certains, cette communion avec les secouristes qui vont aller récupérer parce que finalement, c'est un petit peu
c'est un petit peu la continuité du métier, si tu veux. Le type qui se posait en Afghanistan à 12 000 pieds pour aller récupérer 4 commandos, c'est ce mec-là qui ira récupérer les secouristes sur les flancs du Mont Blanc, quoi. Ouais. Ouais. J'imagine qu'en termes de sensations, oui, c'est l'adrénaline, etc. Il doit bien falloir ce type d'environnement une fois qu'on sort de l'institution pour revivre plus ou moins la même chose. Voilà, alors moi je serais bien, voilà, moi mon domaine c'était vraiment les missions d'attaque, donc voilà, je serais bien incapable d'aller me poser pour récupérer des trucs en flanc de montagne, etc. Voilà, je serais pas compétent pour faire ça, quoi. J'ai le livre, donc je le disais, je te le disais en off, mais je le dis là dans l'épisode. Au moment où on enregistre, il y a alors je sais pas si c'est vraiment le deuxième tome, mais en tout cas un deuxième livre coécrit par une quinzaine de co-auteurs, dont toi d'ailleurs, Win, qui est sorti chez Solar, qui s'appelle Force spéciale et unité d'élite, au cœur de leurs émotions. C'est sous la direction de Teddy Palassi, que j'avais déjà eu sur le podcast précédemment, plusieurs fois. Et dans ce livre, eh bien, le premier chapitre, le premier témoignage en tout cas, c'est le tien. Et si ça te va, je vais lire un court paragraphe, comme ça fera une transition sur la suite. Ok. On parlera plutôt avec évidemment ce qu'on peut partager, c'est-à-dire peu de choses, mais plutôt des opérations. Et cette transition en lecture de ton témoignage, la voici. Après avoir épuisé toutes les munitions ainsi que les dernières réserves de kérosène, nous posons enfin sur une base intermédiaire, sain et sauf, mais avec un Tigre très endommagé. Je reste assis dans mon cockpit, je tiens mon visage entre mes mains, je suis en sueur, je prends une grande respiration et dans un sursaut, je me réveille. C'était encore un cauchemar, je revis souvent cette mission dans mes rêves. Qu'est-ce que ça t'évoque, tu vois, d'entendre ça? C'est toi qui l'as écrit bien sûr, mais quel souvenir est-ce que ça réveille? Et alors, le cerveau humain est très bien fait. Il permet à un moment donné de se protéger un petit peu. Donc, j'ai j'ai des souvenirs bien sûr, mais voilà, c'est cette opération dont tu parles en Afghanistan. Euh, j'ai des bribes, j'ai des moments. On est resté plusieurs plusieurs heures à voler au-dessus des troupes françaises pour essayer de les dégager. Mais je dirais que le total de mes souvenirs doit représenter peut-être 2 ou 3 minutes. Euh, Waouh. euh, Parce que oui, ça a été assez intense. C'était assez intense et puis voilà, pas forcément des bons souvenirs, voire pas de souvenirs du tout. Mais voilà, je me souviens bien en revanche voilà, de cette mise en alerte. Euh, je me souviens quand on s'est posé, je me souviens de quelques éléments. D'ailleurs, la plupart du temps, on n'est on n'est pas forcément très bon. Je, pour cette opération-là, je me souviens qu'à un moment donné, moi j'étais pilote, mon copain était le commandant de bord, donc c'est lui que je vois dans mon petit rétroviseur là quand je passe en mode ralenti, parce que je pense qu'on est vraiment submergé par euh, trop d'informations, donc on se met un petit peu, on a cette sensation d'être un petit peu au ralenti, et je le vois me parler, j'entends pas ce qu'il me dit, je le vois bouger, mais tout est au ralenti. Et à un moment donné, il va même me dire, OK, prends le canon. Donc, on a cette faculté avec l'hélicoptère Tigre de pouvoir symbloter le canon de 30 millimètres avec notre casque. Et il me dit, OK, couvre-nous, fais un tir sur la droite. Et donc, j'aligne mon casque sur la zone de départ de coup et je commence à ouvrir le feu, mais c'est quelque chose qu'on ne fait jamais en opération parce qu'en principe, le commandant de bord derrière a l'équipement et les, les optiques pour optimiser un petit peu plus le tir. Et là, encore une fois, c'était très, très mauvais. Très, très, très mauvais tir, pas du tout précis. Et voilà, alors je me souviens plutôt généralement, d'ailleurs, on reste plus focus sur les trucs qu'on n'a pas bien fait, quoi. Les trucs qu'on a bien fait, généralement,
on dit bon bah ça s'est passé bien, donc on va dire c'est normal, et on reste plus accroché sur les trucs qui se sont pas bien passés, quoi. Est-ce qu'il y aurait, encore une fois avec ce que tu peux partager, mais est-ce qu'il y aurait une mission, pour le coup, qui est représentative de l'exigence qu'il peut y avoir pour les pilotes du 4e RHFS, que toi tu as vécu et pour le coup dont tu as le souvenir, donc par rapport à ce que tu viens de dire, qui se serait a priori bien passé, que tu Ouais. pourrais partager dans les grandes lignes? Alors, je dirais que peut-être quelque chose qui me vient à l'esprit, dont je parle pas dans le livre, et qui n'est pas commun aux pilotes du 4e RHFS, mais aux pilotes d'attaque en général, ou aux pilotes en général, qui concerne toute la latte, c'est qu'on essaye dans les formations, dans l'entraînement, d'avoir des choses qui sont extrêmement procédurières pour essayer d'envisager tous les types de, de situations possibles. Et je me souviens d'une fois où, comme d'habitude, voilà, la mission principale, c'est on nous appelle généralement sur alerte en nous disant bon ben voilà, là on est accroché, voilà, venez nous aider. Et très vite, avec mon collègue, on a à peine le temps de dire bonjour, de faire les présentations et d'essayer de comprendre la situation tactique que on se fait tirer dessus. Le JTAC au sol, le commando nous annonce qu'on est pris à partie. Et surtout, j'ai un ailier qui vole avec moi, un autre hélicoptère, Gazelle, qui nous annonce à la radio qu'il y a un gros nuage noir qui se dégage de notre hélico. Donc, et au même moment où je reçois l'information sur le réseau radio, là, je m'aperçois que voilà, on a une fuite d'huile, on perd de la pression sur un moteur. Heureusement, on en a deux. Et les systèmes actuels sont bien faits. Les systèmes avionnés, on va dire, pour les avions, les hélicos, euh, te donnent une do list, c'est-à-dire qu'en cas de situation extrême, tu vas avoir des petits voyants qui s'allument, et surtout tu vas passer automatiquement une page qui s'appelle la do list, qui te dit ben voilà, étape numéro 1, couper le carburant, étape numéro 2, couper le moteur, faites ci, faites ça, etc. Donc c'est très procédurier. Sauf que quand tu es en Afghanistan, tu voles à 10 000 pieds, tu es plein de kéros, plein de munes, tu es trop lourd, et que si tu coupes le moteur, ce que préconise la procédure, eh ben, avec un seul moteur, tu n'as juste pas assez de puissance pour continuer à voler. Et crois-moi bien que l'endroit survolé, tu n'avais pas du tout envie de te poser. Et parce que je me souviens moi j'ai eu la vision de ce film qui a un peu, pas bercé mon enfance, mais voilà, dont j'avais le souvenir, Platoon, où tu vois un des héros du film à la fin voilà, qui il court, il a des Vietnamiens et qui lui courent après, qui lui tirent dessus, puis tu le vois au ralenti se faire transpercer avec plein de balles, etc. Et je me suis dit, bah, moi j'ai pas du tout envie de courir pour essayer d'échapper aux talibans, etc., qui seront très contents. D'ailleurs, ils étaient tellement contents d'avoir vu un hélicoptère en feu que j'ai à peine eu le temps de ramener mon Tigre à la base intermédiaire et de retourner à Kaboul plus tard que les talibans avaient déjà fait un communiqué de presse en disant qu'ils avaient abattu un hélicoptère français. Alors que je me suis pas laissé abattre, justement, comme on dit. Mais voilà, et en fait, je me suis réfugié dans vraiment du bon sens en me disant, si je fais la do list, ben on tombe par terre. Donc on a tiré les quelques roquettes qu'on avait. On a la possibilité de larguer les paniers, mais le problème c'est que si tu largues ton panier, en bas, tu as quelqu'un qui va récupérer le panier, les munitions, et après qui récupérera, voilà, qui utilisera ces roquettes pour les envoyer sur les collègues français, américains, anglais, voilà, avec des petits systèmes improvisés. Donc, on a tiré ces roquettes pour soulager un petit peu le poids de l'appareil, quand on n'avait plus qu'un seul moteur. Alors, le deuxième tournait encore.
sauf que la température augmentait voilà, au-delà des 1000 degrés, hein, donc tu as les sortes de compresseurs qui commencent à fondre, mais ils délivraient encore un petit peu de puissance, juste de quoi passer la montagne. Et derrière, on avait voilà, un petit vol en pente douce pour essayer de se poser sur une base intermédiaire avec des Français. Et, et ce jour-là, ouais, on se réfugie dans les connaissances. Alors, comme je te l'ai dit en préambule, voilà, j'étais pas le roi de l'apprentissage des livres par cœur, mais je me suis réfugié dans un truc qui m'a vraiment conforté et dont on a pu rigoler après. C'est-à-dire que je dis à mon collègue, de toute façon, il n'y a pas de problème. Un moteur, il peut tourner 30 minutes sans huile. Et quand je l'ai dit, maintenant, avec du recul, je me rends compte à quel point c'est stupide. En fait, non, à l'école, on te dit un moteur, quand il n'y a plus d'huile, le moteur va chauffer, il va serrer, il s'arrête. Et c'est la boîte de transmission principale qui permet de faire tourner les pales, qui, elle, est designée par les constructeurs pour, en cas de grosse fuite, etc., de pouvoir tourner, continuer à faire tourner tes hélices pendant 30 minutes. Mais ça m'a conforté. Tu vois, c'est un petit truc, c'est une grosse erreur de connaissance, mais qui m'a conforté et j'étais assez confiant pendant les 14 minutes de vol que j'ai effectué avec un moteur en feu. Comme Voilà. quoi, des fois, ça peut être un vrai avantage de ne pas connaître le manuel par cœur. Voilà. Mais je peux te dire que à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais oublié que c'est bien la boîte de transmission qui tourne 30 minutes sans huile et que le moteur, voilà, faut qu'il y ait de l'huile dedans. C'est important. Ça, c'est un sujet qui m'a aussi interpellé donc à la lecture du livre, parce que vous êtes deux anciens pilotes à témoigner dans ce bouquin. Donc, il y a toi, Win, et Gaspard, si je me trompe pas. Oui. Euh, ce qui m'a frappé, c'est finalement, quand on connaît pas trop l'univers des hélicoptères militaires, etc., euh, ça donne l'impression, tu vois, c'est des grosses machines, il y a énormément d'armement, ça donne l'impression un peu d'un sentiment d'invulnérabilité. Et au final, quand on lit vos témoignages, on se rend compte que il suffit d'une balle d'un AK-47, malheureusement bien placée, pour rendre complètement, presque inutile une machine qui est en fait qui a une puissance de feu monstrueuse. Euh, et donc la question que je me posais, c'est est-ce que c'est vraiment la faute à pas de chance qu'il y a quelques endroits qui sont pas ou peu protégés sur l'hélico, ou est-ce que non, c'est juste que pour qu'il soit blindé entre guillemets, il serait beaucoup trop lourd et donc ils auraient plus vocation à faire de l'attaque. Alors, c'est une question constructeur. Et en ce qui concerne la France, on a choisi un hélicoptère d'attaque qui serait plus léger et plus véloce euh, en, en utilisant la redondance des systèmes. C'est-à-dire que on a deux moteurs, deux circuits hydrauliques, deux batteries, deux centrales inertielles. Tout est multiplié par deux. Les circuits carburants sont multipliés par deux. Donc comme ça, quand t'en perds un, tu as toujours l'autre qui peut prendre le relais. Tu as un système de secours et c'est quand même plus ou moins bien fait. C'est-à-dire que tu vas avoir une centrale inertielle à l'avant, l'autre à l'avant gauche, l'autre sera à l'arrière droite, par exemple. Bien sûr, c'est pas le cas, mais c'est un exemple, de façon à ce que si tu as un système qui devient inopérant, tu auras un système secours pour prendre le relais. Les Américains, eux, ont fait l'inverse. Ils ont développé la H-64 Apache en beaucoup de versions qu'ils ont fait évoluer depuis les années 80. Et c'est un hélicoptère qui est beaucoup plus lourd. Donc, ça classe plutôt 9 tonnes. Le Tigre, c'est plutôt 6-7 tonnes. Donc, ils ont 2000 kilos de plus avec beaucoup plus de blindage. Donc, ça sera plus résistant. Maintenant, voilà, dans le petit passage que tu décrivais euh, sur l'Afghanistan, on a été touché sur plusieurs systèmes. Ça ne nous a pas empêché de continuer la mission. Quand je me suis posé, on avait des trous des impacts de balles dans les pales et j'ai eu, on va dire, quelques vibrations alors que tu avais un trou qui était gros comme mon poing. Waouh.
Punaise. Comment, au-delà de multiplier l'expérience à travers des missions, comment est-ce que tu peux te préparer un autre point qui m'a frappé, il y a vraiment sur les témoignages des pilotes d'hélico, je pense que comme c'est un univers que je connais pas du tout, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Et en plus, vous le décrivez très bien tous les deux dans vos témoignages respectifs, c'est cette gestion de l'information dans l'urgence. C'est-à-dire que t'as pas à te gérer que toi, tu dois gérer toi, faire en sorte de rester lucide, mais t'as la machine entre les mains. Euh, donc avec qui t'envoie un certain nombre d'informations, plus tu communiques avec le sol, tu communiques j'imagine avec, je sais pas si c'est le terme, mais des contrôleurs aériens, enfin des gens qui sont restés à la base. Donc t'as une quantité d'informations à gérer de ce que je comprends qui est phénoménale, et en même temps une prise de décision qui doit être dans la seconde. Peut-être encore plus quand tu es pilote d'hélicoptère d'attaque. Comment est-ce que ça, tu peux t'entraîner euh, pour arriver à le maîtriser de mieux en mieux? Du coup, deuxième question dans la question, est-ce que toi, il y avait des tips, des schémas, des processus mentaux que tu faisais pour faire en sorte de rester un peu comme ton hélico, une machine 100% opérationnelle, une machine humaine, mais 100% opérationnelle, même quand ça pète de partout et que tu es sursollicité? Alors, d'une part, il y a l'entraînement qui permet un petit peu de faire la différence, et notamment avec les hélicoptères de nouvelle génération, on a des simulateurs qui permettent vraiment d'aller très loin dans l'entraînement. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le choix de la bonne personne au bon endroit. C'est-à-dire que voilà, ça nous est arrivé de partir en opération sur quelque chose de préparé, et on a deux hélicoptères Tigre, on est quatre pilotes, donc on est tous pilotes, on est tous commandants de bord, on est tous chefs de patrouille, mais en fonction de ton expérience globale, en fonction de ton expérience à court terme, on décide, voilà, on essaye de mettre l'ego de côté, et voilà, on choisit parmi nous quatre, et c'est souvent un petit peu à la collégiale. On dit voilà, ben, Ok, pour cette opération, toi tu seras devant, toi tu seras derrière, euh, toi tu seras dans l'hélicoptère 1, toi tu seras dans l'hélicoptère 2. Et c'est du bon sens de, voilà, de mettre la bonne personne à la bonne place. ok. Parce que dans la gestion donc tu disais un hélicoptère d'attaque, donc vous êtes deux, Deux, le pilote et il y a le commandant de bord et l'autre terme c'est le pilote. le Le pilote, pilote au d'accord. commandant, voilà, le pilote et commandant de bord. Ok, donc le pilote c'est celui qui est à l'avant, qui pour le coup pilote l'hélico. Le commandant de bord, son rôle Voilà. c'est quoi? C'est justement d'assurer la liaison et de prendre des décisions, par exemple sur le ciblage, etc. Ou qu'est-ce qu'il fait lui derrière? Alors derrière, c'est voilà, une tâche assez compliquée, parce que bien évidemment, il est en mesure de reprendre les commandes et de faire voler l'hélicoptère également. Et en plus, il va avoir d'autres commandes de vol qui permettent, elles, uniquement de faire fonctionner et de gérer les systèmes d'armes, systèmes Ok. d'observation, systèmes d'armes. Voilà, donc c'est une grosse responsabilité. Bien souvent, on, on a un peu dénoncé au départ le fait que voilà, la place du commandant de bord, du chef de patrouille qui est à l'arrière d'un Tigre, voilà, il y a tellement de gestion de système d'armes que c'est peut-être pas la meilleure place pour être à la tête d'une patrouille ou voilà, d'une mission. Ok. Super intéressant. Enfin, super intéressant par rapport à cette notion de, tu vois, j'avais pas ça en tête, je te disais tout à l'heure, oui, t'es seul aux commandes de l'appareil, mais non, en fait, ce que t'expliquais, c'est que t'es jamais seul à bord d'un hélico, ou alors c'est que ça va vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Euh, cette notion de binôme, vous le travaillez ça aussi? C'est-à-dire, est-ce que vous faites les entraînements euh, régulièrement avec la même personne pour qu'il y ait un lien qui se crée et que du coup, en mission, il y ait une véritable, presque, enfin, une symbiose, que vous fonctionnez presque sans parler? Alors,
En Tigre en particulier, on a développé des procédures qui sont communes à tous les équipages d'hélicoptères d'attaque, que ce soit force spéciale ou pas, qui permet de minimiser ou en tous les cas d'optimiser la communication au sein de l'équipage parce que par moment, on ne se voit pas, on ne peut pas se toucher, on ne peut pas se montrer, voilà, va à gauche parce que je suis en train de parler en même temps. Donc, il y a des petites techniques dans la phraséologie à optimiser pour diminuer le temps de communication au sein de l'équipage et pour laisser un peu plus de temps de communication vers l'extérieur parce que il faut rester en communication avec les hélicos de manœuvre parce que c'est eux qu'on va protéger en premier lieu et à partir du moment où ils ont déposé les commandos au sol, eh ben, on a une responsabilité de protection des aéronefs, mais aussi de nos copains qui sont en bas. Est-ce qu'il y a une décision que tu as dû prendre en vol qui t'a marqué de par tu vois l'ampleur de la décision ou les conséquences possibles ou la manière dont ça s'est fait, mais est-ce que tu as souvenir voilà d'un acte que tu as pu réaliser aux commandes de ton Tigre qui était vraiment marquant pour toi? Alors, ben les décisions, j'étais amené à en prendre beaucoup. Là, quand tu me poses la question, je dirais que j'ai deux situations qui me viennent en tête. La première que je décris dans mon témoignage, qui fait que voilà, on vient une nouvelle fois de se faire un peu abattre. On a un système hydraulique défaillant, donc ça c'est quand même un gros problème pour un hélicoptère de 6 tonnes, parce que s'il n'y a plus d'hydraulique, tu peux plus bouger les commandes de vol, quoi. Ça ne fonctionne plus. Donc là, on était quand même particulièrement inquiet et on était face à des gens qui voulaient vraiment en découdre. Donc j'étais en colère, j'avais peur, j'étais en colère. Et juste au moment où il fallait vraiment impérativement qu'on taille la zone pour espérer pouvoir se poser, voilà, il fallait écourter et puis partir le plus vite possible. Mais on ne pouvait pas le faire tant qu'il n'y avait pas un hélico en renfort. Et au moment de partir, j'aperçois un type qui était bizarrement, il avait une tenue orange qui est pas spécialement géniale pour un combattant. Et je l'avais identifié parce que au départ, quand on suivait ce pick-up dans le désert, c'est lui qui conduisait. Et souvent, par définition, le type qui conduit le pick-up, généralement, c'est le boss. Donc, et je l'aperçois juste avant de partir. Et je pense qu'il sera une menace pour l'hélico qui est en train d'arriver. Donc, j'ai pas vraiment le choix. Donc, j'aligne mon viseur et le canon dans sa direction et le type il est armé, il y a vraiment aucun problème et il sera une menace, c'est clair. Et j'ai la haine et je, je tire parce qu'il faut que je le fasse, peut-être pas pour les bonnes raisons, parce que je suis en colère. Et cette décision a été dure. Elle n'a pas été dure à prendre, hein. Je l'ai fait comme à l'entraînement. Elle n'a pas été dure à prendre, mais je l'ai fait peut-être pour les mauvaises raisons. Donc celle-là, elle m'a un peu interpellé par la suite. J'y repensais souvent. La deuxième situation, c'est on est arrivé à un stade dans notre expérience où, pareil, je me retrouve pour un autre séjour en Afghanistan et j'escorte un groupe de 2 hélicoptères de manœuvre qui sont là pour voilà, transporter du matériel et des militaires d'une base à une autre. Donc on arrive à la base, le vol se passe vraiment sans incident majeur.
Et au moment où les deux hélicos se posent, j'entame une espèce de 360 degrés autour de la base et puis je fais ce qu'on appelle des checks régulières sur les véhicules qui passent, etc. Et on a une telle automatisation dans le mouvement que cette nuit-là, j'étais peut-être un peu fatigué, j'étais pas tellement concentré et, et on était habitué à intervenir régulièrement, utiliser des systèmes d'armes régulièrement et on s'entraînait énormément au simulateur également. Et donc, tu avais un petit bouton pour aligner la visée, tu avais un petit bouton pour stabiliser la visée. Après, tu enlevais la sécurité et tu ouvrais le feu. Et c'était une séquence qui était devenue vraiment très automatisée. Et ce jour-là, enfin cette nuit-là, je me mets à observer une voiture qui arrive vers l'entrée de la base et donc je l'observe pour voir si ça peut être potentiellement une menace. C'est pas une menace. La voiture continue à évoluer le long de la route et elle s'éloigne de la base. Et machinalement, j'ai aligné, comme à l'entraînement et comme au simulateur, j'ai aligné la visée. J'ai stabilisé la visée et machinalement, sans y penser, j'ai enlevé la sécurité. Et finalement, au moment où j'ai le doigt qui appuie sur la détente, parce que j'ai appuyé sur la détente, finalement, le pilote qui, lui, était devant, voilà, il avait pas idée de voilà que j'étais encore en train d'observer cette voiture et il a continué tout droit. Il a mis finalement l'appareil dans une condition où j'étais en limite de débattement du canon de 30 mm et finalement ça a inhibé le tir. Et ça, c'est pareil, tu vois, d'en reparler, c'est pas le moment le plus marquant de ma carrière de pilote, mais voilà, ça aurait pu être un tir fratricide pour un pauvre type qui rentrait chez lui en conduisant sa voiture, quoi. Hmm. Et ce jour-là, voilà, je me suis rendu compte que voilà, que j'avais quand même atteint une certaine limite mentalement. Et du coup, justement, parce que tu en parles aussi dans le livre, alors si j'ai bonne mémoire, c'est au retour de cette mission euh, en Afghanistan où vous aviez eu un souci sur un des moteurs, où tu disais qu'au retour, tu avais eu des cercles de poils blanchis, c'est ça, qui étaient apparus, Ouais, que tu as toujours aujourd'hui. ouais, ouais. C'est- Maintenant, je suis plus, c'est tout blanc, maintenant ça se voit plus. Mais ouais, j'avais à cette époque, j'avais 37, 38 ans, donc j'étais plutôt voilà, blond, pas trop enfin même pas du tout de cheveux gris. Et sur cette opération, j'étais changé entre le moment où j'ai décollé du pont d'envol et le moment où je suis rentré et je me suis regardé dans une glace. J'avais des séquelles physiques. Au-delà de mental, j'avais des séquelles physiques. Donc j'avais ces ronds qui sont apparus au niveau de mes joues et je sentais au niveau des coudes comme des brûlures, comme si on te brûle avec une cigarette au niveau des coudes. Et avec un petit peu de stress et avec un petit peu de fatigue, même encore aujourd'hui, c'est comme je les appelle, mes amis que je transporte avec moi et qui ne me quittent pas. Alors avant on va échanger là-dessus si tu veux bien, mais avant qu'on en arrive là, tu dirais que ce parcours de quasiment 20 ans dans les forces spéciales, comment est-ce que toi ça t'a changé à titre personnel? Est-ce que tu arriverais à dire qu'il y a eu des phases où, je sais pas, tu vois, quand tu parlais de ton arrivée dans l'univers des forces spéciales au tout début, que tu t'es senti écouté pour la première fois, j'imagine que d'un point de vue confiance en soi et épanouissement, ça a été un sacré boost. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres phases par la suite où tu dirais que voilà, en tant que personne, Win, voici comment tu as évolué grâce à cet univers, ou en tout cas au contact de cet univers? Alors, je dirais que ça a toujours été un choix. C'est-à-dire que au moment où j'ai opéré mon transfert entre
pilote de gazelle et pilote de tigre. Finalement, bon, bah, c'est pas un choix que j'ai fait, on me l'a proposé, bien sûr, mais pour moi, ma priorité, c'était au-delà d'aller sur Tigre, ou ma priorité, ça a toujours été de rester dans cette unité qui m'a accueilli, euh, et que voilà, et qui m'a fait évoluer, qui m'a fait grandir. Et je dois reconnaître que j'ai eu la chance de faire ce choix au départ, d'intégrer les forces spéciales. J'étais tout seul, donc j'ai fait un choix très personnel et très égoïste. Et finalement, quand j'ai rencontré euh, ma future femme, finalement, ça a été assez simple pour moi de lui dire, voilà, voilà qui je suis, et ça restera toujours ma priorité. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui l'a accepté, qui a vraiment joué un rôle très important euh, pour moi, pour nos enfants. Euh, donc, ouais, ça m'a permis de faire cette carrière et de rester jusqu'au bout, c'est-à-dire au bout, au moment où moi j'ai pas choisi d'arrêter ou de prendre la retraite. C'est l'institution qui a pris cette décision pour moi. Suite à la mission dont tu parlais, celle où tu as eu des séquelles, pour le coup, physiques dès le retour? Alors, c'était dans l'ordre, suite à cette opération de libération d'otages, je suis reparti en opération. Mais j'étais déjà, voilà, j'avais déjà des problèmes, j'étais déjà fatigué, j'avais perdu le sommeil. Et donc, il y avait donc là, on est dans les années, voilà, 2010-2015. Euh, on- tu, tu as besoin de récupérer entre deux opérations quand tu vis des choses. Alors, vivre des choses, c'est ce que tu es capable d'encaisser avec tous tes sens, que ça soit de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu ressens, euh, par moment même de ce que tu peux sentir, les odeurs. L'odeur de la mort, c'est quelque chose qui est pas agréable du tout. Et après avoir vécu des choses comme ça, il faut un temps de récupération. On n'a pas forcément le temps parce que les événements qui s'enchaînent ne nous laissent pas le temps de récupérer. Et à la fois, t'as pas envie quand tu fais partie de ces unités, t'as pas envie de dire aux autres que t'es pas bien. C'est pas quelque chose. Même, je dirais que la première fois que je l'ai compris, c'est la quand on m'a envoyé voir quand j'ai eu mon premier rendez-vous avec un psychiatre. Je suis arrivé dans une salle d'attente et là j'ai rencontré un type que je connaissais, et j'aurais jamais imaginé que ce type-là voyait un psychiatre. Parce que toi, tu pouvais pas en parler, tu n'as pas envie d'en parler. C'était quelque chose de très personnel, quoi. Et il m'a fait rigoler parce que quand il m'a vu, il a eu un petit sourire. Alors je lui ai renvoyé son sourire, et puis il m'a dit un truc assez drôle qui m'est resté. Il m'a dit, ah bah toi aussi tu t'es cinglé, quoi. Et parce que c'est vraiment comme ça que tu peux le ressentir, en tous les cas au départ, hein. En tous les cas au départ. Et je me souviens aussi d'avoir partagé ça avec, alors pas ce qui s'était passé, mais le fait que je devais aller voir un psychiatre. Je l'ai partagé bien sûr avec mon épouse. Elle savait que j'allais à Percy pour une raison bien particulière. Et une de mes filles, ma plus grande fille, à l'époque, elle avait 10 ans. Et en fait, quand je suis allé la voir dans son lit pour lui faire le petit câlin de bonne nuit jusqu'à demain matin, euh, elle m'a demandé si j'étais fou. Alors je dis, bah non, chérie, je suis pas fou. Et elle m'a dit, alors j'ai posé la question pourquoi. Elle m'a dit, bah, parce que j'ai entendu avec maman, tu disais que tu allais voir un psychologue.
Et donc, dans l'esprit commun, eh bien, quand tu as besoin d'un psychologue, c'est que tu es givré, quoi. Alors que je pense que non. J'ai lu il y a pas longtemps le livre de Will Cheney. Alors c'est un ancien Navy SEAL qui était dans l'équipe, la fameuse équipe SEAL dont personne ne connaît le nom, mais l'équipe qui a été envoyée sur l'opération avec Ben Laden. Et lui, il était maître chien au moment de cette opération. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une grosse différence quand même entre la culture nord-américaine, en tout cas les États-Unis et en l'occurrence la France, sur le sujet du PTSD, le fameux syndrome de stress post-traumatique. Lui, il en parle hyper ouvertement. Tu vois, il dit dans son livre qu'il a fait un PTSD. Pourtant, il a pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Il a une grenade qui a explosé à côté de lui et il a eu des éclats dans les jambes, le bas du dos et les fesses. Et lui était convaincu qu'il allait revenir très rapidement au sein de l'équipe. Et en fait, ça a été la fin, complètement inattendue et un peu malheureuse pour lui de sa carrière militaire. Voilà, ça s'est fini là-dessus, sur une grenade qui a explosé à côté de lui et en fait qui a déclenché au-delà des séquelles physiques un gros PTSD. Ça a duré plus de 3 ans, dépression, médicaments, etc. Et il parle de son chien. Donc son ancien chien qui a été qui avait été, ils étaient 2 chiens sur l'opération Ben Laden et son chien à lui qui s'appelait Kero en fait est parti à la retraite à ce moment-là, pas longtemps après l'opération de Ben Laden. Et en fait son chien a développé ce que lui considère être un PTSD et un cancer dans la foulée. Son chien est mort d'un cancer. Et en fait quand tu lis ces 2 histoires, déjà je trouve ça intéressant que le sujet soit ouvertement abordé aux États-Unis parce que ça montre que t'as beau être Navy SEAL, c'est un peu l'équivalent de nos commandos marines ou tu vois de toutes les forces spéciales, des gens qui ont des capacités physiques, mentales, etc. Un peu hors du commun. T'es pas à l'abri de ce genre de sujet. Et en fait, il dit exactement comme toi que la fréquence à laquelle tu es soumis à des environnements d'hyper stress et le peu de temps de repos, le peu de sas de décompression qui existe, voilà, ça mène à ce qu'il a eu lui. Et je vais arriver à ma conclusion, là, je parle trop décidément, mais c'est aussi, tu vois, à la lecture du livre, des témoignages de plusieurs personnes dans le livre, de Force Spéciale et Unité d'élite, l'impression que ça donne, c'est ça, en fait, ce livre, il se concentre sur vos émotions. Et en fait, quand tu lis les témoignages de plusieurs personnes, ça te fait te rendre compte de l'intensité, en fait, des vies que vous menez dans cet univers Force Spéciale, Unité d'élite, et en fait, de l'impact que ça a. C'est hyper exigeant et on n'est pas fait pour se faire tirer dessus tous les 6 mois et voir la mort en face plusieurs fois par an. Et c'est un sujet dont j'ai l'impression, en tout cas en France, qu'on parle pas trop. Tu vois, quand on lit les récits ou qu'on regarde les reportages, c'est voilà l'aventure, la camaraderie. Oui, parfois c'est dur, il y a des missions difficiles, mais on parle pas de l'impact en fait à long terme d'être constamment soumis à ce type d'environnement. Et toi, tu l'as été pendant 18 ans. Et donc voilà, ma question, donc ça c'est mon point, ma question c'est est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, parce que j'imagine que l'armée a de plus en plus de recul, on ne parlait pas des PTSD dans les années 50, mais maintenant c'est quand même avéré qu'il y a un impact psychologique au fait de se faire tirer dessus. Est-ce que maintenant l'armée a utilisé ton expérience, celle d'autres, pour peut-être changer les choses, changer la façon dont les pilotes sont préparés en l'occurrence, ou en tout cas changer le suivi ou la fréquence des missions? Est-ce que ça c'est pris en compte? Alors, par rapport aux Américains, je dirais que bon, ils ont des grosses compétences dans le domaine. Ils ont exploité, comme tu parlais des chiens, ils utilisent aussi les chiens pour soigner des PTSD. Ok. Ils ont un service en Californie, non pas en Californie, en Caroline du Sud, où voilà, ils sont spécialisés pour voilà, connecter des chiens avec des vétérans. Mais je dois dire qu'en France, voilà, on a des sommités en termes de PTSD. Moi, j'ai été soigné par le professeur Marie-Dominique Collat, qui est une légende et qui travaille avec les nations étrangères sur le sujet. Donc, et à titre personnel, d'ailleurs, je le mets dans mes remerciements. Voilà, je trouve qu'on a un service de santé des armées qui est exceptionnel maintenant. Moi, j'ai quitté l'institution en 2015, donc il y a 8 ans.
Et il y a 8 ans, c'était déjà vraiment un sujet d'actualité et, je leur tire mon chapeau. Ils ont fait un job. Moi, Marie-Dominique Collat, elle m'a sauvé. Alors après, par rapport aux Américains, c'est effectivement bon, il y a pas mal de Navy Seal, de l'opération Geronimo qui ont écrit des bouquins, etc. Parce que voilà, c'était quelque chose qui a été énormément médiatisé. J'en ai côtoyé. D'ailleurs, j'ai côtoyé 7 équipes dont on ne dira pas le nom. Et, et d'ailleurs, voilà, pour rebondir sur une question de tout à l'heure que vous n'avez pas été vraiment exhaustif, mais voilà, sur le, l'esprit d'équipe. Suite à une opération, j'avais emmené, moi, le bouquin Le jour d'après de Mark Owen. Et parce que je suis parti un petit peu dans l'urgence et que j'ai pris un bouquin, je me suis dit, voilà, quand j'aurai un petit peu de temps libre, je lirai le livre. Et puis, à ma grande surprise, et ben, une fois que l'opération a commencé dans sa phase de préparation, je me suis rendu compte que les types qui mangeaient à la table d'à côté, c'était des types qui ont participé à cette opération. Donc, un coup, je vois le chef de l'équipe et puis je m'installe à sa table et puis je lui pose mon bouquin sur la table et je lui dis voilà, ce serait sympa ouais, si tu mets une petite dédicace quoi. Et puis il m'a regardé avec un sourire voilà, niveau 0 et puis m'a juste répondu en gros en traduisant simplement, il m'a dit en gros voilà, moi je suis force spéciale donc je vais pas mettre une dédicace, un trou de balle voilà que je connais pas et etc. Et puis et finalement le petit truc sympa c'est que après l'opération bah du coup c'est lui qui est venu me voir et puis pour nous dire merci et puis pour me dire voilà je j'aimerais bien que tu me donnes ben, tes coordonnées, les coordonnées de tes mecs, etc. Parce que ben, nous, on aimerait bien vous envoyer un cadeau, quoi. Et puis, du coup, j'ai pris son papier, son stylo, et puis je l'ai posé sur la table et je lui ai dit, écoute, mec, moi, je suis des forces spéciales, donc je mette pas mon nom sur un bout de papier. Et puis, il m'a regardé, et là, pour le coup, il a souri un peu, il m'a fait un petit clin d'œil, et puis voilà, on en est resté là. Et pour rebondir sur l'esprit d'équipe, finalement, quelques temps après cette opération, on a reçu un petit colis. Donc bien sûr, il n'y avait pas nos noms, mais il y avait un paquet de médailles des Navy Seals qui nous ont envoyés. Et au départ, voilà, ils en ont envoyé 4 en disant voilà, vous étiez avec deux équipages Tigres, 4 pilotes, 4 médailles. Et finalement, voilà, on les a remerciés et puis on leur a dit, nous, l'équipe, vous, les Navy Seals, le groupe, c'est 10. Ben, nous, notre équipe, c'est 4 pilotes et 5 mécanos. Et du coup, voilà, ils nous ont envoyé le bon nombre de médailles pour tout le monde. Parce que voilà, on a ces types. Tu vois, tout à l'heure, je parlais des simulateurs. Voilà, on a ces types qui sont dans l'ombre, qui sont jamais remerciés. Et puis autant nous, on va affûter nos trucs pour avoir voilà le geste parfait dans l'exécution de la mission. Et mais en amont, pour que nous on puisse le faire, tu as ces mecs qui font un boulot de fou en simulation, en mécanique, pour nous filer l'appareil au millimètre, quoi. Et voilà, c'était un petit clin d'œil. Super anecdote. En introduction, tu t'évoquais le 11 septembre 2001 et ce coup de fil que tu as reçu où on t'a dit que bah, vous partiez en mission pour une durée indéterminée. Du coup, ça m'amène à une question sur ce fameux équilibre vie pro, vie perso. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est compatible avec une vie de force spéciale, mais
dans ton cas, comment est-ce que tu gérais ça? Et je pense notamment à un exemple que tu donnes dans ton témoignage dans le livre. Allez le lire, je vais pas en dire plus, mais voilà, où tu vis un moment en famille et tu reçois un coup de fil et c'est plus fort que tout, tu repars. Alors, bah, c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce que on a ce sens du devoir euh, qui nous oblige quelque part à répondre présent en tout lieu et en tout temps. Et c'est vrai que l'épisode que j'évoque dans le livre, c'est vrai que j'arrive d'un long séjour en Afghanistan. Je pense pouvoir me reposer. Je sais que j'en ai vraiment besoin parce que je suis pas en forme. Et quand je reçois ce coup de téléphone voilà, pour partir sur une libération d'otages et que voilà, j'ai un frère d'armes qui me dit voilà, je veux vraiment que voilà, je veux vraiment que tu viennes, c'est vraiment important. Et donc j'ai envie de dire non. Je sais que mentalement, il faudrait que je dise non. Mais j'ai ce petit truc qui me dit allez une petite fois encore, allez une dernière fois. Mais le besoin ouais, vraiment le besoin d'y aller. Et après, ben, avec la famille, voilà, on dit au revoir comme si c'était la dernière fois. Et ce que j'ai essayé de faire tout le temps avec mes enfants. Même quand je partais au travail le matin, j'avais toujours envie de leur dire au revoir comme si c'était la dernière fois. Ça doit pas être évident quand ça dure 18 ans, ce genre de au revoir tous les jours. Non, alors il y a des travers à ça, c'est-à-dire que bien, c'est vrai que mes filles, ma famille me donnait aussi l'envie de me battre et puis de revenir en bon état. Euh, ça m'a imposé quelque part assez naturellement de vouloir compenser les absences par finalement euh, être un papa à 200% quand j'étais là. Donc, à leur passer un petit peu tous leurs caprices, être vraiment très très présent. Et puis, voilà, force est de constater aujourd'hui que des fois, elles sont un petit peu pourries, gâtées. Elles ont été habituées à avoir voilà un papa à 200%. Donc, voilà, faut jamais, elles ne pardonnent jamais aucune faiblesse. Voilà. Quand tu pars en mission, donc j'imagine qu'il y a des moments, il y a des moments aussi de repos où il se passe pas grand-chose et des moments de très forte intensité quand tu décolles parce que vous êtes appelé en urgence. Euh, D'un point de vue émotionnel, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'on peut vraiment parler de rush d'adrénaline chaque fois que tu décolles ou pas forcément? Peut-être qu'à un moment donné, il y a une routine qui s'installe et finalement, le fait de décoller pour aller sécuriser une zone ou protéger des frères d'armes, ça devient quelque chose d'habituel. Non, ça devient jamais, on s'habitue jamais vraiment à l'adrénaline. On essaye, encore une fois, pour sauver la face, on essaye d'avoir une attitude décontractée, un petit peu pour l'environnement extérieur, comme je le décris dans le livre, au travers de la radio, quand on communique avec les commandos qui, eux, sont directement sous le feu, qui ont des blessés, etc., en situation d'urgence extrême. On a le devoir voilà, d'apaiser un petit peu les tensions par le biais de la voix, même si on est en panique totale. Après, on se donne aussi un style par rapport à l'environnement, les autres pilotes, les autres équipages, pour pas montrer ses faiblesses. Et donc, on se cache pour pleurer, voilà, on essaye de rester discret. Maintenant, les poussées d'adrénaline, c'est quelque chose qui est assez particulier dans les moments de stress extrême. On a cette sensation d'être un petit peu au ralenti. Donc, il n'y a plus trop de son, il y a quelques images, c'est un petit peu au ralenti. On s'y habitue jamais vraiment. Et moi, je suis arrivé à un stade où c'était une sensation que j'aimais bien. C'est possible, selon toi, de retrouver ce niveau, tu vois, d'intensité, d'adrénaline en dehors des opérations spéciales, maintenant que tu es dans enfin, oui, maintenant que tu plus là-dedans, en tout cas. Ouais, je dirais que probablement, alors sous d'autres formes peut-être. Je sais que moi, à partir du moment où j'ai pris ma retraite, j'ai essayé de, de calmer un petit peu le jeu parce que j'avais vraiment besoin
de me stabiliser. Mais je pense que si demain je devais sauter en parachute, en chute libre, etc., je pense que je pourrais retrouver quelques sensations. Je l'ai pas fait encore. Bah voilà, à tester. Peut-être, ouais. Génial. Du coup, aujourd'hui, si on fait un espèce de fast forward, donc l'armée, tu sors de l'institution après 18 ans. Aujourd'hui, tu dirais que... Alors, j'ai deux questions pour toi. Est-ce que tu voles toujours? Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à voler en hélicoptère? Et est-ce que tu dirais que ce PTSD, tu as réussi à en guérir et potentiellement, tu vois, les conseils que tu pourrais donner. Il y a beaucoup de gens qui écoutent. Alors, je sais pas s'il y a des gens des forces spéciales qui écoutent le podcast, mais il y a de plus en plus de gens qui écoutent le podcast, et de plus en plus de gens qui sont attirés par l'armée. Donc, peut-être tu vois, un conseil, si tu en as un, sur comment se préparer ou comment gérer ce genre de situation qui te tombe dessus, peut-être que ça pourrait être utile. Alors, moi, je suis parti donc du coup un petit peu par la force des choses. Après, j'ai totalisé 27 ans de militaire, de carrière militaire, dont 18 dans l'IFS. Et j'ai moi-même pas voulu me rendre compte que j'étais pas bien. Finalement, c'est mon entourage, mes proches, et au niveau du boulot, finalement, les gens, voilà, m'ont vu au fur et à mesure un petit peu péricliter, jusqu'à organiser une rencontre avec un médecin militaire qui faisait aussi des piges au SAMU à Bayonne. Et ce type me dit, voilà, j'ai un copain qui est urgentiste au SAMU de Bayonne, tout ça, j'aimerais bien lui montrer un tigre. Donc ils viennent, je leur explique un petit peu le truc. Ils savaient que j'étais pas bien, et puis finalement c'était le moyen pour eux, enfin pour lui en tous les cas, le médecin militaire, d'établir un petit peu la connexion avec moi pour pouvoir à un moment donné me faire asseoir dans son bureau, et puis me dire que voilà, que ça allait s'arrêter. Euh, donc c'est un petit peu difficile. La transition elle est un petit peu compliquée parce que bah, finalement voilà, la dernière opération où j'ai volé en tant que militaire, c'était en Afrique, euh, pour aller récupérer ces gars qui avaient froidement assassiné les deux journalistes de France Info. Et je me suis retrouvé, voilà, j'étais Air Mission Commander. C'est moi qui prenais la responsabilité de l'ensemble du détachement. On était 5 hélicos. Le temps qu'on traverse un petit peu les frontières, le patron du COS m'avait trouvé d'autres hélicos. Donc c'était vraiment voilà, des grosses opérations avec 10, 15 hélicoptères, avions. Et du jour au lendemain, tu passes de ça à rien. Et finalement, je me suis dit, bon, d'après les médecins, peut-être que voilà, je revolerai plus. En plus, vraiment, je n'ai pas eu de chance parce que au moment où on me retire ma licence de pilote momentanément, enfin, on me retire ma licence de pilote, je savais pas que c'était momentané sur le moment. Et, et le moment où j'essaye de la récupérer, ben, finalement, il y a ce type pas de la Lufthansa là, mais de la Germanwings qui s'est suicidé avec 155 passagers dans les Alpes. Voilà. Et moi, 3 jours plus tard, je vais au centre médical en essayant d'afficher mon plus beau sourire pour récupérer ma truc. Et puis, bon, voilà, il m'a regardé en souriant. Il m'a dit non, on va attendre un petit peu et on va voir un petit peu comment ça se déroule. Mais bon, bon an, mal an, je récupère mon aptitude médicale d'abord pour 1 mois, puis ensuite pour 2 mois. Donc c'est beaucoup de contraintes. On a la sensation de ne pas servir à grand chose. On a la peur aussi de se dire bon bah finalement si je peux plus piloter un hélico, bah, à part ça je sais faire du saxophone, mais et puis c'est tout quoi.
Et de la Donc batterie, ça, de la batterie. l'avenir fait. Voilà, je suis pas un batteur, hein, j'ai joué 3 trucs de tambour pendant 2 jours juste avant de faire mon évaluation au centre de sélection de Vincennes pour être pilote, mais je suis pas un batteur, quoi. Mais voilà, on a un petit peu la peur de l'après, parce que quand on est dans une escadrille, dans une unité militaire, qui plus est, quand on est dans une petite unité de force spéciale, on était voilà, quelques équipages, on était 8 pilotes au total. Donc c'est vraiment un microcosme. Ben, on a peur de sortir, de quitter ce truc où finalement on est prêt à donner sa vie pour quelqu'un parce qu'on sait que l'autre il est prêt à faire la même chose pour nous. Et finalement, voilà, ben, plonger dans le grand bouillon, prendre le grand virage, c'est compliqué. Et je crois que avec du recul, alors pour répondre à ta question, comment guérir, c'est impossible, on ne guérit jamais. C'est des capacités que tu as de récupérer quand tu tapes dans la réserve. Le niveau ne remonte jamais. Donc ils appellent ça en termes psychiatriques la consolidation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les psychiatres vont faire expertise sur expertise jusqu'à 3 ans après le moment où toi tu déclares que tu dis oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà ce qui m'arrive, donc a priori j'ai un problème. Donc ça c'est la déclaration et au moment où voilà tu peux espérer avoir le meilleur niveau, c'est qu'on appelle la consolidation. Donc quand tu es consolidé, ça veut dire qu'a priori tu es arrivé à un niveau où tu n'iras pas plus bas. Tu vas pas récupérer, mais tu n'iras pas plus bas. Pour ma part, les, les effets physiques, c'est que, ben, comme le titre de mon article l'indique, c'est que je me réveillais dès que je m'endormais, très vite, je me réveillais parce que j'entendais mon téléphone Nokia, cette petite sonnerie pourrie des années 2000. Et je l'entendais et du coup, un peu comme un somnambule, je commençais à m'habiller. Ça m'est arrivé en opération de faire en disant OK, on part en alerte. Je réveille mon collègue, on part en alerte. Et puis donc il me croit et une fois qu'on arrive à la salle d'opération, il y a personne. Là, je regarde mon téléphone, je me rends compte qu'il a pas vraiment sonné, que tout était dans ma tête. Et et là, j'affiche un sourire. Je dis, je t'ai bien eu, quoi. C'est une vanne. Et donc on essaye de le cacher, comme ça, j'essaie de le cacher à mon épouse à l'époque, en disant, elle me dit: «Qu'est-ce que tu fais en train de t'habiller à 4 heures du matin?» Je lui dis: «Bah, je vais sortir les poubelles». Voilà, t'essayes de le cacher comme tu peux, mais au bout d'un temps, tu peux plus. Quand tu dors plus, tu peux plus le cacher. Et puis donc dès qu'on se sent mal, si je devais donner un conseil, c'est dès qu'on se sent mal, il faut en parler à ses proches. Il faut pas hésiter à faire appel à un psychologue, juste pour parler, quelqu'un qui est en dehors de la sphère et qui pourra vraiment donner un point de vue vraiment objectif. Et par moments, c'est bon de pouvoir l'écouter. Après, il faut du temps. Le temps, ça aide énormément. Alors moi, c'est Marie-Dominique Collat qui m'a sauvé, qui a trouvé le bon traitement pour que j'aille mieux, pour que je récupère mon sommeil. Et maintenant, je dois dire que je dors comme un bébé. Je suis plutôt bon en sommeil. Ils m'ont vraiment reseté mon truc et puis maintenant je dors comme un bébé, donc pas de problème. Après, voilà, je sais que voilà, il y a des aspects de ma personnalité qui ont un petit peu changé et que voilà, que je récupérerai plus vraiment. Alors des fois c'est compliqué à accepter pour l'entourage, pour ses proches, ses enfants, c'est compliqué de le comprendre. Aujourd'hui, tu voles à nouveau? Alors aujourd'hui, je continue de voler. Et là encore une fois, je remercie mon institution, mes patrons.
Ils m'ont tous voilà épaulé, le patron du COS, de la brigade des forces spéciales, les chefs de corps du 4e RHFS, les commandos unités, mes copains chefs de patrouille, pilotes, mécanos. J'ai vraiment été bien entouré, le mieux que je pouvais. Je l'ai beaucoup caché, donc il y a beaucoup d'amis qui m'ont reproché finalement quand j'ai commencé à en parler une fois que j'étais guéri, bien sûr, qui m'ont reproché, m'ont dit mais putain, pourquoi tu nous l'as pas dit quoi? Ils se sentaient un petit peu merdeux peut-être de pas m'avoir aidé, mais parce que c'est un travail qu'on peut faire que soi-même avec un bon psychiatre. Et donc aujourd'hui, je vole toujours. C'est l'armée qui m'a mis en connexion avec la compagnie pour laquelle je travaille aujourd'hui, et qui m'a embauché comme instructeur. Ils m'ont vraiment, voilà, ils m'ont vraiment offert une place de choix en me disant voilà, c'est pas un job de retraité du tout. Et aujourd'hui, j'apprends à des jeunes à piloter un hélico. Voilà, donc c'est ce qui me permet de voilà de transmettre finalement ces petites choses que j'ai appris de mon expérience. Et aujourd'hui, voilà, même si j'ai des élèves qui sont par moments pas très assidus, quand ils voient les slides du feu moteur ou de la panne moteur, voilà, ça les éveille pas plus que ça. Mais si je leur raconte mes histoires de vécu, de j'ai vécu, voilà, du coup, ils sont un petit peu plus connectés, et du coup, ils sont un peu plus attentifs aussi. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bah écoute, Win, en tout cas, un immense merci pour tout ce que tu as bien voulu partager. Je trouve ça génial qu'il y ait des gens comme toi qui osent coucher, tu vois, par écrit, prendre un micro et venir témoigner et dire que bah voilà, on est dans les forces spéciales et donc bah ça vient avec son lot de trucs fantastiques, la camaraderie, l'aventure, etc. Mais aussi le risque et le fait que bah à force d'exiger beaucoup de son organisme, et ben ça peut avoir des conséquences. Après tout, on est tous des êtres humains. Donc merci beaucoup pour ce super témoignage. Est-ce que toi, il y aurait peut-être on a parlé de plein de choses, mais est-ce qu'il y aurait peut-être un message ou quelque chose que tu voudrais partager pour conclure cette conversation? Non, je dirais que euh, j'ai pas vraiment de message à faire passer, si ce n'est que voilà, ce que je dis à mes enfants régulièrement, la vie est courte, il faut en profiter, il faut faire un maximum parce que ça dure jamais assez longtemps, et surtout, il faut jamais avoir de regrets. On n'a pas le temps pour avoir des regrets, et donc voilà. Et l'échec, moi, c'est les échecs qui m'ont rendu plus grand, et c'est les échecs qui m'ont rendu plus fort. C'est voilà, c'est toujours très attirant sur le papier de les forces spéciales, et etc. Mais voilà, je tiens quand même à préciser que voilà, j'ai beaucoup de une immense fierté d'avoir fait partie de ces équipes, d'avoir travaillé, d'avoir côtoyé les gens que j'ai côtoyés dans les forces spéciales à tous les niveaux. Et après, je veux juste pas qu'on oublie que un commando, avant d'être commando, il était voilà, probablement parachutiste ou dans un autre régiment, tout ça. On vient tous d'unités classiques, et il est là le vrai réservoir. Et puis on n'a pas beaucoup plus de légitimité, je pense, en tous les cas, pas de leçons à donner aux armées conventionnelles. Donc je voulais le dire quand même, et encore une fois, je suis très extrêmement fier et extrêmement honoré d'avoir pu faire partie des forces spéciales pendant si longtemps. Mais voilà, j'ai vu des types super aussi en dehors. J'ai côtoyé des équipages de la LAT et de l'armée de l'air qui étaient également exceptionnels. Tu parlais tout à l'heure des pelotons de CRS, secouristes en montagne, etc. Il y a des types, des copains à moi qui ont fait des carrières comme pilotes d'hélicoptères de gendarmerie, et qui sont purement aujourd'hui des légendes. Donc voilà, enfin des types. Et comme je l'ai vu d'ailleurs sur les différents podcasts que tu as pu faire jusqu'à présent, voilà des parcours remarquables. Il y en a énormément, énormément.
Excellent. Donc voilà, je tiens à dire aussi que du coup, je suis pas peu fier de faire partie de cette liste, parce que voilà. Donc je te remercie infiniment d'avoir pris le temps et d'avoir souhaité en connaître un petit peu plus sur moi. Je te remercie beaucoup. Bah écoute, un immense merci à toi, c'était vraiment passionnant. Tu vois, c'est vraiment un univers que je connaissais assez peu. Ça faisait longtemps que j'avais entendu parler du 4e RHFS et que j'ai essayé tant bien que mal de trouver quelqu'un qui puisse nous en dire un petit peu plus. Et bah, c'était juste merveilleux de t'avoir toi. 18 ans dans le régiment, forcément il y avait des choses à raconter, puis tu le connais bien. Donc merci, et merci une fois de plus pour ce que tu as bien voulu partager avec beaucoup d'humilité et de transparence. C'était juste passionnant. Donc écoute Win, bah, je te souhaite une excellente continuation et bon vol sur tes futures missions alors. Ouais, et ben écoute, merci beaucoup. Aujourd'hui, voilà, la vie est quand même beaucoup plus calme, beaucoup plus simple pour moi. Et voilà, et par moments, voilà, l'adrénaline me manque un petit peu parce que c'est une drogue, quand on y a goûté, il est compliqué de s'en passer. Voilà. Merci beaucoup Win, à très bientôt. Avec plaisir Loïc. Quel épisode! Vous me direz ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé cet échange marquant. Marquant parce qu'il m'a permis de mieux comprendre une autre facette des opérations spéciales. Marquant également parce que c'est la preuve par l'exemple qu'il n'y a pas de hasard et qu'il faut parfois faire confiance à la vie. Marquant enfin parce que profondément humain. Win ne nous a pas parlé de ses victoires et de ses exploits militaires. Il nous livre un récit authentique de son parcours et des conséquences de faire le choix de rejoindre les forces spéciales. S'exposer pendant près de 2 décennies à des situations de stress extrême laisse des traces à jamais. Il n'y a pas de meilleure façon de remercier Win que de partager son épisode autour de vous et de laisser une note ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Comme d'habitude, si vous voulez m'envoyer un feedback ou des suggestions d'invités, vous pouvez le faire sur le compte Instagram du podcast, lesfrappés.podcast, ou par email à hello@lesfrappés.com. Merci pour votre fidélité, à bientôt pour un nouvel invité.